Jeudi 2 avril, l'eurodéputé LFI Rima Hassan a été placé en garde à vue pour, je cite, apologie du terrorisme en raison d'un retweet survenu une semaine avant reprenant les propos d'un terroriste, le terroriste Kozo Okamoto. Le tweet disait, je cite, c'est Kozo Okamoto qui parle, j'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne, tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. Alors, de prime abord, la citation n'a rien de choquant, hein. On peut y voir un simple discours de résistance à l'oppression, mais en réalité, cette citation, elle est plutôt très problématique quand on sait qui est vraiment Kozo Okamoto. En fait, Kozo Okamoto, c'est un terroriste connu pour être l'un des 3 responsables de l'attentat de l'aéroport de Lod en Israël, un attentat qui avait fait 26 morts et une centaine de blessés civils en 1972. En gros, Kozo Okamoto et ses complices, ils avaient tiré sur la foule sans discernement avant de lancer des grenades et ils avaient tué plein de gens totalement innocents qui ne faisaient que vivre leur vie. Donc indéniablement, ce n'est pas normal qu'une eurodéputée retweete une citation d'un terroriste responsable d'un massacre pareil. Le message fait une référence positive à un terroriste en y associant le terme de résistant qui en France a un sens positif très précis. Ça donne l'impression qu'on parle de quelqu'un qui a commis une action juste alors qu'en réalité on parle d'un gars qui a tué des civils au hasard. C'est indéniablement donc une faute politique. D'ailleurs, Rima Hassan s'en est rendu compte puisqu'elle a supprimé son tweet quelques jours plus tard. Indéniablement, Rima Hassan a commis une erreur en retweetant Kozo Okamoto, mais est-ce que ça justifie des poursuites juridiques et encore plus une garde à vue? C'est franchement très discutable parce que oui, 7 jours après son tweet, Rima Hassan, elle a été convoquée par la police judiciaire pour apologie de terrorisme et à la surprise générale, elle a été placée en garde à vue. Alors, en France, l'apologie du terrorisme, c'est quoi? En gros, c'est une infraction qui caractérise des personnes qui sont accusées d'avoir présenté ou commenté favorablement soit les actes terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis. Sur le papier, c'est un peu facile, on peut se dire, de trouver les personnes qui commettent cette infraction, mais en réalité, c'est assez difficile parce qu'on peut facilement mobiliser l'apologie du terrorisme pour quelqu'un qui dirait par exemple bravo, bidule, pour avoir tué machin. Là, ok, ce serait simple. Mais en fait, ça devient beaucoup plus dur en réalité dans le cas de retweet comme l'a fait Rima Hassan. D'un point de vue juridique, en fait, il y a beaucoup trop de latitude et de zones de flou qui laissent de la place à l'interprétation. On est quand même souvent dans des zones pas très claires. Et dans une affaire comme l'affaire Rima Hassan, on pourrait dire que, au final, ce qui est le plus répréhensible, c'est qu'elle présente Kozo Okamoto, qui est donc un terroriste, sous un jour favorable. Et donc, le terroriste apparaît positivement, ce qui pourrait coller en partie avec la définition française de l'apologie du terrorisme. Encore que ça reste à démontrer, hein, il faudrait que ce soit fait par un tribunal. Cela dit, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que dans ce cas-là, on a convoqué Rima Hassan pour un tweet qui était quand même pas si explicite, mais que quand des personnalités publiques, comme par exemple Éric Zemmour, font l'apologie du grand remplacement, qui est quand même une idéologie terroriste qui a tué plus d'une centaine de personnes dans des attentats juste depuis 2018, hein, c'est quand même énorme, et bien là, personne apparemment n'a la bonne idée d'aller les convoquer au commissariat. Ça donne vraiment quand même une sensation de deux poids, deux mesures dans cette affaire, hein. On sent qu'il y a une focalisation des forces sécuritaires qui se fait plutôt sur la gauche et pas franchement sur l'extrême droite. Mais voilà, que Rima Hassan soit entendue par la police, pourquoi pas? Et encore, ça pose quand même d'autres questions, notamment la question de la liberté d'expression et celle de l'immunité parlementaire, sur lesquelles on reviendra. Mais vraiment, pourquoi la garde à vue? Parce que dans cette affaire, il est 100% anormal, et j'insiste vraiment sur ça, de passer par la case stigmatisante de la garde à vue, surtout pour une élue et pour une enquête sur un tweet. Surtout que Rima Hassan, hein, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais dérobé devant la justice jusqu'ici. Rima Hassan, c'est une eurodéputée, elle bénéficie d'ailleurs de l'immunité parlementaire, donc tout ça pose vraiment question, hein. Je cite le constitutionnaliste Benjamin Morel, interrogé par Public Sénat, qui explique que, en vertu de l'article 9 du protocole numéro 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, une députée européenne bénéficie sur le territoire de son État des immunités reconnues aux parlementaires nationaux. En France, cela renvoie à l'article 26 de la Constitution qui interdit toute mesure privative ou restriction de liberté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée concernée, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. Donc l'immunité parlementaire de Rima Hassan, elle aurait dû être respectée, hein. On a appris par plusieurs médias ensuite que l'immunité parlementaire de Rima Hassan, elle n'avait d'ailleurs jamais été levée dans le cadre de cette affaire. En fait, on sent dans ce moment-là que les forces de sécurité, elles jouent sur une ambiguïté qui veut que l'immunité d'un parlementaire puisse être levée en cas de flagrant délit, hein. C'est ce que je disais à la fin. L'immunité renvoie à l'article
26 de la Constitution qui interdit toute mesure privative ou restrictive de liberté, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Et donc, il joue sur ça. Hein. Et donc, Rima Hassan, elle est entendue dans le cadre d'une enquête de flagrance, ce qui veut en gros dire qu'on l'entend comme si elle était prise sur les faits d'un délit commis. Selon le code de procédure pénale, une enquête de flagrance, ça peut être menée à la suite de constatation d'un acte commis en flagrant délit et ça peut se poursuivre pendant 8 jours maximum après les faits. Donc ça explique que ce soit arrivé vraiment assez longtemps après le tweet. Hein. La publication de Rima Hassan sur X, elle était datée du 26 mars, donc à 7 jours de sa condamnation. Et c'est sur ça qu'ils se sont basés pour caractériser le flagrant délit. Mais en réalité, on est vraiment sur une procédure totalement extraordinaire et qui n'a aucun précédent. Hein. On a un avocat pénaliste qui a été interrogé et cité par l'AFP qui a expliqué « Ça fait plus de 15 ans que je fais du pénal, je n'ai jamais entendu une enquête de flagrance ouverte sur la base d'un tweet ». Donc on se retrouve dans une situation où rien n'est vraiment normal, en tout cas autour de la convocation de Rima Hassan, hein, qui se retrouve donc très rapidement en garde à vue, et les choses, elles vont commencer à empirer de plus en plus pendant cette fameuse garde à vue. En fait, 1 heure après que Rima Hassan soit entrée au commissariat, alors qu'elle est en garde à vue, le Parisien va commencer à faire des révélations selon des sources policières qui enverraient aux médias des infos exclusives sur ce que la police aurait trouvé à propos de Rima Hassan. Le Parisien, rapidement, révèle que, selon des sources policières, de la drogue de synthèse et du cannabis auraient été retrouvés dans le sac à main de Rima Hassan. Et pour dire ça, attention, hein, le Parisien, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, ils ne prennent aucune pincette. Je vais vous citer un extrait d'un article du Parisien sur le sujet, vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Extrait de l'article. Elle était d'abord en garde à vue pour apologie du terrorisme, elle l'est maintenant également pour usage, transport et détention de drogue. La députée européenne Rima Hassan est dans de sales draps. Une convocation pour apologie du terrorisme qui avait aussitôt débouché sans surprise sur un placement en garde à vue, ce qui était en revanche beaucoup plus inattendu, c'était donc la présence d'un produit stupéfiant dans le sac de la femme politique. Il s'agirait de près de 2 grammes d'une nouvelle drogue de synthèse. On ne sait pas précisément de quel produit il s'agit, mais il appartiendrait à la famille des catinones de synthèse. Cela peut être de la 3-MMC utilisée notamment dans le cadre du chemsex, mais pas seulement. Difficile d'être catégorique aussi rapidement, nous explique un expert. Les drogues à base de catinones sont utilisées plus globalement dans un cadre festif. Elles favorisent le rapprochement physique. Bon, on voit dans l'article du Parisien déjà une volonté extrêmement nette de salir la députée. On n'est pas du tout dans un travail journalistique. Hein. Le journaliste a totalement abandonné toute précaution et déontologie pour basculer à la limite de la fiction. Hein. Le journaliste dit, je cite, on ne sait pas précisément de quel produit il s'agit, mais il précise instantanément après que selon lui, mais on ne sait pas pourquoi il pense à ça, ce serait de la 3-MMC. Il ajoute que c'est utilisé pour le chemsex et il cite un expert qui dit que ça favorise le rapprochement physique. On comprend pas trop ce que ça vient faire dans l'histoire, si ce n'est une volonté de présenter Rima Hassan non seulement comme une droguée, mais aussi comme une femme à la sexualité honteuse et immorale. Le but pour moi dans cette séquence médiatique, c'est de disqualifier Rima Hassan du débat public, c'est de rendre tout son discours politique inaudible parce que dans l'espace public dominant, l'usager de drogue est présenté comme forcément déviant et encore plus si on peut associer drogue et sexe. Du coup, dire que Rima Hassan prendrait une drogue associée au chemsex, c'est attaquer son image et rendre l'intégralité de sa parole publique inaudible. C'est d'une certaine manière briser la confiance entre elle et son public puisque désormais, ce n'est plus seulement une eurodéputée et une femme politique qui parlent, mais aussi une usagère de drogue à la sexualité déviante. Donc ici, le Parisien sort totalement du travail journalistique et fait un travail de disqualification politique. À l'issue de la garde à vue de Rima Hassan, le parquet a précisé que la fouille des effets de Rima Hassan a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à de la 3-MMC. C'est un peu bizarre ce communiqué. D'abord parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi parler du CBD. On rappelle que le CBD, c'est parfaitement légal. Donc pourquoi le parquet en parle? Ça revient un peu à dire oui, dans son sac à main, on a trouvé un paquet de clopes, quoi. On s'en fout, en fait. Ça n'a aucun sens, si ce n'est seul intérêt de cette déclaration que ça dément totalement les informations du Parisien qui parlait de cannabis. Donc d'un coup, le cannabis n'est plus du cannabis, mais du CBD, et donc il n'y a absolument aucune raison d'en parler, puisque le CBD en France, il n'y a rien d'illégal à en avoir. Reste donc la question de la 3-MMC qui est illégale. Là encore, la déclaration du parquet, elle va poser vraiment question, vous allez voir quand on y réfléchit. En fait, le parquet n'affirme pas que c'est de la 3-MMC. Il parle de matière qui s'y apparente. Donc en gros,
Ça veut dire que peut-être c'en est, peut-être c'en est pas. En fait, on ne sait pas. La formulation, elle est très imprécise, tout simplement parce que le parquet n'a pas l'information. Donc là, le parquet affirme quelque chose qu'il ne sait pas. En réalité, selon des infos de Mediapart, lors de la garde à vue, une procédure qu'on appelle de levée de doute a été faite sans qu'on sache si elle a été faite sur le CBD ou sur autre chose. Jusqu'ici, les infos sont quand même, je le redis, très floues et elles circulent par des sources pas très bien identifiées, hein. Donc c'est quoi une levée de doute? Une levée de doute, c'est une procédure qui consiste à tester un produit de manière sommaire pour identifier s'il s'agit de drogue ou pas. Ça n'a absolument aucune valeur d'expertise judiciaire. Ce sont des procédures qui donnent en fait souvent de faux positifs et qui du coup ne sont jamais prises en compte lors de procès, hein. Seule une analyse de laboratoire peut confirmer ou infirmer si une substance est bien une drogue. Pour rappeler une affaire récente, en 2021, la préfecture de police de Paris annonçait sur son compte Twitter avoir mis la main à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis sur, je cite, un atelier de conditionnement de produits stupéfiants entre parenthèses MDMA Ecstasy. Et la préfecture s'était même vantée d'avoir saisi pour 1 million d'euros de marchandises. Sauf que les analyses en laboratoire qui avaient finalement été faites avaient révélé, je cite, que la poudre saisie dans l'appartement était une poudre neutre ne relevant ni de produits stupéfiants ni de substances vénéneuses parce qu'il s'agissait en fait de poudre de fraises Tagada. Je pense que ça rendit quand même assez long sur la fiabilité des levées de doute et sur la fiabilité de l'expertise policière quand on parle de drogue. En fait, on parle de services capables de confondre des fraises Tagada avec de l'ecstasy et en plus d'aller s'en vanter sur Twitter. Donc c'est vraiment des infos à prendre avec 1 milliard de pincettes quand une source officielle annonce avoir trouvé de la drogue sans pouvoir s'appuyer sur une expertise toxicologique faite en laboratoire. Malheureusement, les infos du Parisien puis les infos du parquet ont été reprises sans aucune précaution par les médias. Je vous cite quelques titres en bandeau sur BFM. Donc premier titre, 1,9 g de drogue de synthèse sur Rima Hassan. On voit hein, aucun conditionnel, hein, c'est mis au présent. Elle avait cette drogue, c'est sûr, selon eux, hein. Deuxième titre, Rima Hassan, un sac et de la drogue dedans. À nouveau, certitude qu'il y avait de la drogue, alors qu'on apprend plus tard qu'il y avait du CBD. En termes de drogue, ben, apparemment, on n'a pas de consensus. Et ensuite, Rima Hassan Cation, qu'est-ce que cette drogue? À nouveau, alors cette fois, on dit même le nom de la drogue, on sous-entend qu'on sait avec certitude de quoi on parle, alors que rien n'a été établi clairement. Dans ces différents bandeaux, on voit qu'on a l'impression très nette que la possession de drogue ne fait aucun doute. Si on lit le bandeau de BFM, on se dit forcément que Rima Hassan, elle possédait de la drogue quand elle est arrivée au commissariat et il n'y a pas la moindre nuance apportée. Et c'est exactement de la même manière que tous les médias vont relayer l'affaire. Europe 1 titre par exemple une chronique Rima Hassan en garde à vue, de la drogue a été retrouvée dans son sac. Je vais vous laisser apprécier le traitement de l'affaire par le chroniqueur. Tout commence à 9h ce matin. Rima Hassan, de retour de Bruxelles, se présente à l'entrée du 2e district de police judiciaire, commissariat du 10e arrondissement de Paris. Elle est convoquée pour une affaire d'apologie du terrorisme, un tweet qu'elle a fait fin mars et qu'elle a depuis supprimé. Les policiers la placent en garde à vue et comme il est d'usage, ils recensent ses effets personnels, notamment une petite sacoche qu'ils ouvrent et dans laquelle ils retrouvent de la drogue, une boulette de cannabis qui s'avérera être du CBD, ainsi que près de 2 grammes de 3-MMC, une drogue de synthèse habituellement consommée comme stimulateur du plaisir sexuel. 1 gramme de cette drogue correspond à plusieurs drogues. Le produit est évidemment saisi. Une procédure incidente est ouverte pour usage, transport et détention de produits stupéfiants. Une garde à vue supplétive est alors ordonnée. Rima Hassan va donc être interrogée sur l'origine de cette drogue et les raisons de sa possession. Garde à vue ce soir, toujours en cours. Le parquet de Paris qui n'a pas pour l'instant détaillé les suites judiciaires données à cette affaire. Donc on voit ici qu'on a le journaliste police-justice de BFM qui abandonne toutes les précautions d'usage journalistique. Pour lui, c'est catégorique. Rima Hassan avait sur elle près de 2 grammes de 3-MCC, c'est sûr, hein, aucun doute. Et évidemment, comme le Parisien, il ajoute, je cite, que c'est une drogue de synthèse habituellement consommée comme stimulateur du plaisir sexuel. Pourquoi dire ça? Tout simplement, à nouveau, pour salir Rima Hassan en l'associant à une sexualité perçue comme honteuse et déviante selon la norme morale de la droite française. Et là, je vais être très clair, hein, on est déjà à 100% dans la désinformation. Présenter une information comme certaine alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas le cas et que rien ne permet encore de l'affirmer, c'est une faute journalistique majeure, hein. Tout simplement parce que l'information qu'on
qu'on nous transmet, elle n'est ni fiable ni vérifiée, c'est simplement une spéculation. Même si après coup l'info s'avère réelle, ça ne change rien. Si on n'a pas la certitude, appuyée par des preuves solides, qu'un fait est un fait, on ne peut pas le présenter comme vrai. Une erreur dans ce cadre-là, ce serait absolument catastrophique, ce serait forcément irréversible pour la personne ciblée. Tout simplement parce que l'atteinte à la réputation de la personne, elle est irréparable une fois que la fausse information circule à son propos. C'est exactement la même mécanique que pour une rumeur. Aucune correction ou excuse a posteriori ne peut réparer l'impact de la désinformation. Et ça, c'est d'autant plus grave que Rima Hassan, de son côté, elle donne une version contradictoire de l'information. Rima Hassan, elle reconnaît l'existence du CBD, mais elle nie totalement l'histoire de la 3-MMC. Je cite un tweet publié après sa garde à vue. Pendant toute la journée, sur la base de fuites illégales, j'ai subi des accusations m'imputant la possession de plusieurs drogues. Ces accusations sont totalement fausses. Seule la présence de CBD a été constatée parmi mes effets personnels, ce qui est parfaitement légal et que j'utilise à des fins médicales. Mon avocat engagera des poursuites pour diffamation contre toute personne ayant propagé ou relayé ces fausses rumeurs. Alors, on rappelle déjà qu'en France, le CBD c'est parfaitement légal, sans restriction, et que donc il n'y a aucune raison de titrer comme l'a fait BFM Rima Hassan, un sac et de la drogue dedans. Si la seule chose qu'on a trouvée dans le sac de Rima Hassan, c'est du CBD, c'est la seule chose de manière certaine, établie par tout le monde, c'est qu'il y a du CBD dans son sac, on peut pas parler de drogue de manière certaine. On peut pas dire, c'est sûr, Rima Hassan, il y avait de la drogue dans son sac. En fait, pour le moment, la seule confirmation qu'on a avec certitude de manière croisée entre les différentes sources, c'est bien que Rima Hassan, elle avait du CBD et uniquement du CBD. Pour le reste, ce n'est que de la spéculation et rien ne permet de l'affirmer tant que les analyses toxicologiques, elles sont pas revenues. Autre point de la défense de Rima Hassan, lors de la conférence de presse, l'avocat de Rima Hassan a expliqué qu'elle savait parfaitement qu'elle allait faire l'objet d'une fouille. Pour le coup, ça c'est très vérifiable, Rima Hassan, elle est venue d'elle-même à la convocation et dans ce genre de procédure, c'est commun qu'un inventaire des affaires de la personne soit effectué si à garde à vue. Donc ça pose quand même la question de Rima Hassan qui serait venue intentionnellement dans un commissariat avec de la drogue en sachant qu'elle allait se faire fouiller. Enfin, dernier élément de la défense de Rima Hassan, celle-ci affirme que les matières s'apparentant à une drogue de synthèse dont parle le parquet, ça ferait référence non pas à de la 3-MMC, mais encore une fois au CBD. Je cite un tweet: sur la question de la drogue, j'avais sur moi du CBD hier en me rendant à ma garde à vue utilisée à des fins médicales. Sur les 2 CBD que j'avais, l'un a été testé conforme à ce qui se vend légalement et le deuxième, selon les enquêteurs, contenait des traces de drogue de synthèse qui auraient été ajoutées à la résine de CBD. J'ai fait savoir où j'avais acheté légalement ce CBD. Des vérifications sont simplement en cours sur l'origine de ce CBD pour corroborer mes déclarations. J'ai aussi effectué un test urinaire qui a confirmé la seule présence de faibles traces de THC dues à la consommation du CBD, ce qui a été confirmé par les médecins. Toutes les informations qui font référence à la détention de drogue sont fausses et ont été sciemment relayées dans le seul but de me nuire dans le cadre des procédures dont je fais l'objet et je me réserve la possibilité d'engager des poursuites en ce sens. Bien sûr, ça c'est la défense de Rima Hassan et c'est à prendre avec des pincettes, mais ni plus ni moins que les informations du parquet, ni plus ni moins que les informations des sources policières anonymes du Parisien. En fait, ce que les journalistes auraient dû faire, c'est tout simplement constater la coexistence de 2 récits contradictoires et attendre, ne rien relayer avant d'avoir des certitudes. Et s'il fallait parler de quelque chose, il fallait le faire à minima avec énormément de conditionnels à chaque affirmation, ce qui n'a absolument pas été le cas, comme on l'a vu dans l'extrait d'Europe 1. En réalité, on a eu ici des médias qui se sont fait procureurs et qui se sont jetés comme des hyènes sur la moindre rumeur au détriment de toute déontologie. On ne peut que constater avec quelle facilité la mécanique de la désinformation s'est mise en place. Je le redis, quels que soient les résultats du test toxicologique de Rima Hassan, en fait, c'est sans importance. Le problème, c'est qu'on a affirmé comme absolu et certaines des informations qui ne l'étaient pas. Le problème, c'est qu'on a menti aux gens en faisant passer pour vraies des informations qui n'étaient pas encore vérifiées. Combien de personnes vont désormais voir Rima Hassan comme une addicte sur la base d'informations tronquées et de rumeurs de couloir? Pendant combien d'années Rima Hassan va-t-elle voir son nom associé à la drogue ou au chemsex à chaque fois qu'elle prendra la parole sur des sujets politiques essentiels comme le génocide à Gaza?
Tout ça alors qu'aucun élément de preuve, aucune source solide ne permettait de vérifier les propos à l'origine. Donc cette affaire, elle va bien au-delà de Rima Hassan. En réalité, elle questionne notre rapport à la vérité et aux médias. Elle questionne la manière dont les informations circulent et sont construites. Et ici, eh bien, cette affaire, elle fait la preuve d'une dérive de plus en plus violente du travail journalistique qui sombre nettement dans une course aux rumeurs au détriment de toute déontologie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi me soutenir sur Ulule et Tipeee. Je rappelle que je suis indépendant et que je ne fais aucune publicité. Et en attendant, à la prochaine. Ciao!